Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, tu vas le voir, à un exercice très académique puisque dans le cadre de mes fonctions d'enseignant-chercheur en littérature, j'ai eu la joie d'intervenir cette semaine dans un colloque international consacré aux frontières entre le sacré et le divin, colloque pour lequel je travaille depuis 4 ans, donc un long travail de recherche et qui a abouti à une communication qui s'est tenue donc jeudi. Et pour lesquels certains d'entre vous m'ont demandé, s'il était possible, d'y avoir accès. Donc, c'est dans ce cadre-là, que je me suis décidée à faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue au départ. Et donc, tu vas avoir, le la ressucée, si je puis dire, de ce travail que j'ai livré donc il y a 2 jours dans le cadre de ce colloque. Donc, cette communication, s'appelait, Dracula entre bouc émissaire et mythe solaire, un sacré vampire. Et donc voilà, je te propose d'assister en léger différé à, cette communication. Alors, la société occidentale du 19e siècle se sécularise. Séculariser, c'est un mot qui appartient au lexique théologique initialement et qui a été repris et réintégré par la sociologie qui naît fin du 19e siècle avec notamment Auguste Comte pour désigner une société d'où la croyance et la religion se sont retirées, du moins institutionnellement, et dont les valeurs reposent désormais sur des concepts laïques, entraînant une privatisation de la pratique cultuelle. La religion n'est donc plus perçue dans ces sociétés-là comme un principe régulateur du vivre ensemble et un principe fondateur des autorisations et des interdits sociaux. Et ça va être la raison moderne qui va remplacer les mythes archaïques et on va passer de ce qu'on appelle l'homme métaphysique à l'homme positif. Max Weber, qui est un économiste qui a écrit en 1921 Économie et société, a défini ce processus de recul des croyances religieuses, magiques, sacrées, au profit d'explications rationnelles et scientifiques, donc positives, expérimentales, comme étant, je cite, le désenchantement du monde. Or, malgré l'ardeur de la Révolution française et du capitalisme à rationaliser et à rentabiliser l'existence humaine, le sacré et les croyances ne désertent pas totalement la scène sociale, mais on va le voir, c'est le propre du sacré d'ailleurs, va muter vers d'autres objets que l'objet religieux et l'objet divin. Le positivisme donc, exalte la figure du savant, comme celle du nouveau grand prêtre de cette nouvelle religion, qui explique tout par les faits, l'objectivité et l'expérience. Et donc, en creux, qui va reléguer tout ce qui est spiritualité, invisibilité, intangibilité dans l'ordre du fantasme, donc qui n'est plus du tout éprouvé et expérimental. Donc la nouvelle religion, ça va être la science, et même une science totalement fanatisée par certains, et qu'on va appeler le scientisme. Savoir et superstition se partagent le monde, et c'est dans ce contexte un peu tendu de modernité, de rapport supposé ancestral au sacré, que en 1897, Bram Stoker va faire ressurgir une figure qui existe depuis très longtemps dans la littérature et qui est le vampire. Croyant ou pas croyant, pratiquant ou pas pratiquant, l'homme du 19e siècle reste pétri de culture biblique. Et parce que c'est le propre même, c'est le fondement de son instruction. Donc, quand il apprend le latin, quand il apprend l'histoire, voilà, ce sont des faits, même s'ils sont désacralisés, qui restent civilisationnels. Et la civilisation auquel appartiennent ces gens de la seconde modernité, comme on les appelle, repose sur des archétypes, des lois, des tabous du système judéo-chrétien, c'est-à-dire des systèmes édictés dans les Écritures au sens large.
L'interdiction théologale, c'est-à-dire qui nous vient directement de Dieu, hein, le logos c'est le verbe et théo c'est Dieu, donc qui nous vient directement de Dieu, et qui se répète malgré l'évolution doctrinale et morale euh, tout au long des Écritures, et que confirme notamment le Lévitique, c'est que le sang est le principe où l'âme réside. Alors ça, on trouve le Lévitique 19, 26, 17, 11, ou dans le Deutéronome 12, 23. Cette injonction euh, de, de soir le sang, l'âme dans le sang, ne semble pas se lever dans le Nouveau Testament, même si l'acte fondateur de la scène, hein, le dernier repas de Jésus, où le vin se transforme et devient le propre sang du Christ, réactualise ce tabou. Donc le caractère sacré du sang change de symbolique, mais se trouve aussi renforcé par la transsubstantiation opérée par Jésus lui-même comme sacrifice suprême et offrande de la vie éternelle aux hommes. Dès sa conception, Dracula va à l'encontre des saintes prescriptions en ingérant, du fait même de sa nature, parce que s'il ne le fait pas, il meurt, le sang de ses proies. Dans la Genèse, au livre 9, versets 3-4, Dieu dit à Noé au sortir de l'arche, je cite, « Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes, seulement vous mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. » De même, la vie éternelle que le vampire propose va agir comme l'envers de la Pâque, une résurrection certes, mais une résurrection comme posée d'emblée comme une damnation éternelle, et donc comme l'opposé absolu de la lumière divine, comme le tourment incessant face à la sérénité promise aux belles âmes qui se sont conformées au théologos. Très tôt donc, dans l'histoire de l'humanité, le sacré concourt à fonder la norme sociale en stigmatisant ce qui y échappe avant même d'y inscrire ce qui le constitue. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord dans le sacré tout un tas de tabous, d'interdictions. Alors je vous renvoie notamment aux 10 commandements qui sont, je vous le rappelle, des injonctions au négatif, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc., etc. Donc ce sont des interdictions. Et donc le sacré, c'est ce à quoi il ne faut pas toucher. Donc ce sont des prescriptions, des injonctions, de la même manière que par exemple la mort va être entourée de certains tabous, la naissance, la reproduction aussi. Donc même laïcisées, même sécularisées, ces injonctions restent fortement ancrées dans l'imaginaire victorien. Et la peur de la mort ne cesse pas avec l'avènement de la raison et du pragmatisme. C'est alors, pour nous, en tout cas, hein, dans notre sphère culturelle, la résurrection de Jésus qui fait entrer la croyance en l'immortalité dans la pensée moderne. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va nous promettre d'accéder à la vie éternelle. Alors certes, une vie dématérialisée, mais à la survivance de l'âme et à la survivance de ce qui fait l'essence même de lui-même. Alors le problème, c'est que si, comme le proclame Nietzsche, Dieu est mort, les hommes vont se retrouver privés de la récompense ultime de la vie éternelle. C'est-à-dire si Dieu n'existe pas par essence, le paradis n'existe pas, on ne peut pas le prouver, il n'est pas tangible, et donc la mort se réduit à un simple processus biologique qui est totalement hors du sacré et qui va priver l'homme d'un concept qui s'appellerait l'espérance.
Dans ce contexte, les hommes vont se saisir de l'immortalité que peut supposément apporter la science et le progrès technique, et c'est en ça qu'on va avoir des œuvres notamment comme Frankenstein de Mary Shelley, où le docteur Frankenstein se propose justement de dépasser la mort, d'éradiquer la mort de la surface de la Terre par la voie scientifique et non plus par la voie métaphysique. D'autres, qui sont moins enclins, pardon, à cet esprit positif, vont se rapprocher des vieilles croyances, voire des superstitions, et vont remplacer Dieu par le diable. Alors ça, notamment, c'est ce qu'on va voir dans la lignée de Huysmans, notamment, et leur soif d'absolu va être évacuée, certes, parce que Dieu n'est plus tendance à l'époque, mais alors vers autre chose, c'est-à-dire vers le diable. Et enfin, cette lignée noire, initiée en 1891 notamment par l'abbat de Joris Karl Huysmans, va aboutir à toute une littérature fantastique qui va repousser les limites de la mort et qui va trouver son apothéose en 1897 dans Dracula de Bram Stoker. Le sacré instaure rapidement, donc on l'a vu, des interdits et des tabous, de ceux qui entraînent des châtiments équivalents pour ceux qui les perpètrent. Donc finalement, accepter le sacré, quel qu'il soit, c'est accepter d'entrer dans la norme, dans une quête fondée sur l'identité et sur l'altérité, sur tout un faisceau de rituels et d'interdictions, de récompenses et de châtiments. Ce qui est consacré, autrement dit ce qui est accepté comme sacré par le plus grand nombre, est souvent donné comme tabou, c'est-à-dire quelque chose qu'il ne faut pas enfreindre, quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Toucher à ces éléments doit donc obéir à un rituel bien défini, appartient à des personnes consacrées, et quiconque s'exempte de ces règles commet un sacrilège, autrement dit un péché ou un crime, qu'il soit réel ou symbolique, que la collectivité doit réprimer. Donc l'intérêt d'utiliser le vampire repose sur trois tabous présents essentiellement dans toutes les cultures et dans toutes les acceptions du sacré, mais aussi, on va le voir dans les éléments plus scientifiques, la mort, le sang et le sexe. Donc, au bas mot, il transgresse au moins deux des éléments les plus sacrés, l'ingestion du sang, on l'a vu avec l'interdiction biblique, ingérer le sang, c'est ingérer l'âme, et l'abolition de la mort, c'est-à-dire seuls les bons chrétiens peuvent accéder au paradis, c'est-à-dire à la vie éternelle. Lui n'est pas un bon chrétien, pour autant il reste undead, c'est-à-dire non mort, c'est-à-dire qu'il a traversé la mort et il revient dans la vie. Il transgresse aussi le tabou du sexe puisqu'il va se reproduire sans acte sexuel et du coup enfreindre un des tabous qu'on va retrouver autant dans la Bible que chez Freud, le tabou de l'inceste, c'est-à-dire que il va se reproduire, se dupliquer à des fins finalement non reproductives, mais simplement pour assouvir son désir, sa pulsion de vie, en imposant à l'autre une pulsion de mort. Il apparaît donc, ce vampire, et Dracula en particulier, comme le transgresseur absolu du sacré. On pourrait même dire que c'est l'opposé absolu du divin, et donc le nommer l'antéchrist. C'est le perpétuel pécheur, celui que Dieu doit absolument pourchasser et punir, l'exclure, le damner. Ainsi, la très rationnelle et laïque société victorienne, incarnée dans le roman Dracula par Jonathan Harker, John Seward et Ali, c'est-à-dire tout le personnel notamment masculin du roman, témoignerait donc, à travers sa terreur absolue du vampire, de sa peur irrationnelle au sens propre du terme, c'est-à-dire qui échappe à la raison pure souveraine au XIXe siècle, sa peur de la damnation et sa peur de la mort.
Et c'est là, précisément, que nous comprenons que le sacré n'est pas nécessairement lié au religieux, ni même au divin, car les sociétés sécularisées, on l'a vu, sacralisent, alors de manière consciente ou non, des éléments profanes pour poursuivre leur quête d'absolu. Alors ce mot d'absolu est absolument, que de le dire, euh, absolument déterminant dans les questions relatives au sacré. Ainsi, en consacrant la science, la médecine, la technique, la technologie, l'homme obéit aux mêmes lois de glorification surnaturelle, il investit des mêmes puissances magiques ou religieuses, ces faits profanes, qu'il le faisait auparavant sur des objets divins ou religieux. La science, qui devait donc désacraliser les mystères du corps et donc rationaliser la vie et le monde, se trouve donc à son tour parée des attributs du sacré. Le scientisme fait, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le pari d'expliquer l'univers, ses mystères, ses miracles, mais aussi l'homme, la vie et la nature. Le positivisme élève l'expérience, la loi et les faits en lieu et place de la spéculation métaphysique, et peu à peu, l'existence tangible des choses va remplacer leur essence intangible. Auguste Comte, donc, qui a fait les cours de philosophie positive à la Sorbonne notamment, et qui est le père du mouvement, fait de sa doctrine une religion sans divin, ce qui fait qu'on peut avoir du religieux sans du divin et du sacré sans religieux et sans divin. Donc une religion sans divin qui explique l'univers par tout un réseau de causes à effet expérimental, le réseau, et, euh, et il va expliquer l'univers et ce qui le compose depuis le corps brut, médecine, anatomie, jusqu'à l'interaction organisée des corps entre eux, c'est-à-dire la sociologie. Et on va avoir vraiment une scientifisation de la société. Les sciences vont ainsi être idolâtrées à leur corps défendant au final, puisqu'elles se proposent de désacraliser le monde, mais elles vont être investies d'un besoin de sacralisation par les contemporains, et vont composer un nouveau système de pensée avec ces grands prêtres, les chercheurs, les savants, les médecins, les anatomistes, les sociologues, ces rituels expérimentaux pour la plupart, ces tabous et ces châtiments, notamment la maladie et la mort, qui vont être considérés comme des châtiments à une mauvaise interprétation des lois hygiénistes et des fondements sociaux sains qui vont être érigés par ce nouveau système de valeurs. Comme les prêtres exorcistes et les inquisiteurs des temps archaïques, les médecins vont œuvrer pour essayer d'éradiquer le mal, la souffrance et la mort, mais ce sont quand même des choses qu'ils ne comprennent pas toujours. Dans Dracula, par exemple, le docteur Seward, qui, malgré son caractère d'homme de science moderne et positif, puisque je vous rappelle, ou je vous apprends, je ne sais pas, qu'il est clinicien aliéniste, qui est l'ancêtre du psychiatre, qui utilise donc la psychiatrie pour soigner et la technologie pour en conserver mémoire, puisque tous ces entretiens avec ses patients sont consignés sur des rouleaux de cire qu'il écoute après sur son appareil pour en conserver la mémoire. Donc il fait des enregistrements, ce qui est quand même extrêmement moderne pour l'époque. Donc ce docteur Seward, qui est à la pointe de la technologie et de la modernité, admet lui-même face à tous ces échecs, euh, face à ce qu'il propose comme traitement à Lucy Westenra, qui souffre d'un mal obscur. Donc il admet lui-même les limites de sa discipline et les limites de la science au sens large, dans ce cas incompréhensible et incurable qu'est son amie Lucie, précisant lui-même qu'il est confronté à ce qu'il appelle un medical impasse, donc une impasse de la médecine.
ce qui montrerait que, il y a des failles et que, la science n'est pas omnipotente et apte, systématiquement à éradiquer le mal et la mort. C'est donc au moment de ce medical impasse, qu'il va faire appel à son mentor, le professeur Van Helsing. Le tâtonnement long et difficile du docteur Seward a pour effet de souligner le point de vue idéologique de Bram Stoker, donc de l'auteur, sur les limites de la science moderne. Le docteur Seward fut le disciple de Van Helsing quand il était à l'université, à la fac de médecine, ce qui tente à prouver que initialement leur science était la même, jusqu'à ce que Seward prenne résolument le virage de la science expérimentale positive et moderne, et que Van Helsing reste le personnage complet, pour ne pas dire parfait, que nous présente Bram Stoker. Donc Seward, quand il va présenter le professeur Van Helsing à ses amis, dira qu'en plus d'être docteur en médecine, il est philosophe et métaphysicien, ce qui dans l'ère moderne est antinomique, mais qui, dans le monde que représente Van Helsing, est tout à fait compatible, puisqu'à l'époque, la médecine et la religion étaient considérées comme des arts, au même titre l'un que l'autre. Mais il est aussi bien à la pointe de la médecine, puisqu'il pratique l'hypnose, qu'il s'essaie aux transfusions sanguines, même si vous l'avez lu, c'est un peu hasardeux. Mais il est aussi ouvert à des méthodes moins rationnelles, comme l'usage des plantes, l'ail pour repousser le vampire, et certains rituels fondés sur l'usage d'eau bénite, et des attributs de la religion, à savoir le crucifix, les médailles et surtout l'hostie consacrée. Donc, on voit là que la controverse entre médecine et croyance est finalement résolue de manière totalement amiable dans la figure du professeur Van Helsing. Le prêtre est inapte à sauver Lucie, le médecin est inapte à sauver Lucie. Peut-être faut-il aller regarder du côté de la science totale, de ce qu'on pourrait appeler un naturalisme spiritualiste, on pourrait y revenir dessus, qu'incarne ce professeur Van Helsing, qui n'exclut ni l'un ni l'autre. Le fait que le discours et la méthode Van Helsing finissent par conquérir les esprits modernes les plus réfractaires de la bande, et surtout qu'il soit efficient sur le fléau du vampire, du moins en apparence, témoigne d'une croyance personnelle de Stoker et de son scepticisme face au scientisme ambiant. Le vampire est donc un élément explicite de l'impasse conjointe de la spiritualité et des sciences, et devient quelque part l'étendard de l'inexplicable, le point focal de la violence, le fait non civilisé et non rationnel par essence. C'est alors qu'on peut se demander si ce Dracula-là ne serait pas le bouc émissaire de la société moderne. Alors, deuxième partie de cet exposé, je me redresse un peu, c'est donc Dracula, bouc émissaire. Donc pour rompre avec cette violence effective qui peut régner dans un groupe social, tel que la subissent là les personnages de Dracula, il est un moyen ancestral, c'est légitimiser la violence, la ritualiser et la sacraliser. À cette fin, on va donc déplacer la violence éprouvée par tous sur un seul individu, un individu ou un animal qui est à la fois extérieur au groupe et intérieur, et qui va finir par polariser la violence et la détourner du cœur de la communauté pour que reviennent l'ordre et la paix. Alors pour être efficace, cette stratégie doit opérer sur un individu aussi ressemblant que possible aux membres de la société donnée,
mais qui doit quand même demeurer son extérieur, son autre, son altérité, afin que, au sein même de la communauté, personne ne vienne demander justice pour lui ou ait envie de le venger. Sans quoi on ne serait plus dans ce qu'on appelle un sacrifice, mais on serait tout bonnement dans un crime qui appelle la vengeance. Le sacrifice n'appelle pas la vengeance en soi. De même, le groupe sacrificateur doit être plus nombreux, plus fort et plus uni que le sacrifié lui-même. Le sacrifice doit légitimer le groupe en tant que société. C'est parce qu'il y a sacrifice qu'il y a règles, qu'il y a interdits, et donc il y a acceptation de ces règles et de ces interdits, et de fait que se constitue une société, si petite soit-elle. Alors, dans Dracula, on est dans une société microcosmique, mais à l'échelle victorienne et à l'échelle occidentale et à l'échelle de l'humanité, le groupe est forcément macrocosmique. Une bonne victime sacrificielle est donc ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Elle est à la fois dans le groupe qu'elle ressoude grâce à la violence unanime qu'elle cristallise, donc elle fait l'unanimité contre elle, donc même les opposants entre eux finissent par s'allier contre elle, et assure l'union et la force de ce dernier jusqu'à la prochaine crise. Le propre aussi du sacrifice, c'est qu'il soit réactualisé régulièrement, sinon il ne fait pas office de sacrifice. C'est ce qu'on voit notamment dans le sacrifice de l'Eucharistie et l'injonction qu'il y a à se rendre tous les dimanches à la messe pour perpétuer ce sacrifice et qu'il soit opérant de manière éternelle. Sacrifice, c'est pas one shot. Le caractère rituel du sacrifice et la fin pour le moins étrange de Dracula accréditent ce postulat. Car cette description du bouc émissaire telle que la pose René Girard, sur laquelle repose notamment mon propos, à travers un livre éponyme, Le bouc émissaire qu'il a édité chez Grasset en 1982. Donc cette description du bouc émissaire girardienne s'applique sans doute à celle du vampire, alors peut-être pas du vampire en général, mais de Dracula en particulier, encore qu'on va voir qu'il y a des émanations du vampire et de cette conception. Dans cette stratégie, on constate que c'est la violence qui arrête la violence. Ce qu'on voit déjà dans la mise à mort de Lucie, et j'emploie ce terme à dessein, et qui se répète dans la traque et la mise à mort de Dracula dans l'idée de l'empêcher et de nuire. Le bouc émissaire donc ne peut exister que s'il y a groupe, sans quoi on parle simplement de meurtre. Quelqu'un qui détourne sa violence sur autrui perpètre un meurtre. Celui qui, dans un groupe, détourne la violence au profit d'un individu qu'il va charger de tous ses maux, de toute sa culpabilité, c'est un bouc émissaire. Donc le bouc émissaire n'existe que s'il y a groupe, et on voit nettement que cette stratégie permet à la violence perpétrée sur le bouc émissaire d'arrêter la violence qui gangrène le groupe. Donc c'est un principe homéopathique, on va traiter le mal par le mal. Mais avant cela, il faut qu'on comprenne quand même l'origine de la crise, c'est-à-dire l'origine de la violence. C'est pas simplement que cette pauvre Lucie se soit fait vampirisée par un conte sanguinaire, mais c'est ce que là aussi René Girard appelle le désir mimétique. Alors, bien évidemment, tout cela est finalement une histoire amoureuse comme bien d'autres, puisque comme le souligne Spinoza, le désir qu'une chose produit nous vient non pas de la chose elle-même, mais de ce que nous nous représentons, nos semblables, comme animés du même désir que nous. C'est-à-dire, Lucie en soi, elle est désirable, elle est jolie, elle est intelligente, elle est voilà, mais elle est surtout désirable parce que les 4 hommes du roman la désirent et que le vampire la désire. S'il est difficile de croire dans nos sociétés que c'est l'altérité qui engendre la violence, ce qui justifierait amplement la chasse aux vampires, Girard, dans sa théorie du désir mimétique, avance que ce serait plutôt l'identité, voire l'indifférenciation, qui générerait plus efficacement encore le désir de vengeance.
Alors c'est ce que Charles Ramond nomme la violence du même dans La violence du même. Et c'est sur la systématicité de la pensée de René Girard qu'on peut trouver aux éditions du Volcan, paru en 1993. C'est donc à partir de ce constat que j'ai tenté d'analyser Dracula. Donc selon Girard, un objet devient hautement désirable dès lors que plusieurs individus indifférenciés le convoitent. C'est alors qu'ils deviennent simultanément les mêmes face au désir et rivaux face à l'objet de ce désir. Dans le roman, Lucie, donc, jeune femme victorienne, belle, coquette, séduisante, un brin frivole, attire le désir des hommes, de ces hommes-là, bien sous tout rapport, des gentlemen, hein, de toute façon, donc de ces jeunes hommes qui, hasard du calendrier, lui font tous leur demande le même jour, leur demande en mariage le même jour. Processus explicite par Bram Stoker de l'indifférenciation. L'indifférenciation telle que le dit Girard. Il s'agit donc de Arthur Ormwood, le fils de Lord Godalming, Quincy Morris, un Américain qui incarne la vigueur du Nouveau Monde, et le docteur John Seward, dont nous parlions précédemment, médecin aliéniste et chef de clinique psychiatrique de son état. Stoker nous livre donc dans cette micro-société une synecdoque de la bonne société victorienne. Ajoutons à cela Jonathan Harker, le jeune notaire prometteur, et sa jeune épouse Mina, qui est l'amie d'enfance de Lucie, et figure de la classe moyenne anglaise promue grâce à la méritocratie protestante. Donc, elle est synecdoque de la société victorienne, mais synecdoque aussi de la théorie du désir mimétique. Si Lucie accepte la proposition de Ormwood, par essence, elle rejette celle des autres prétendants. Cela ne semble pas, en apparence du moins, déclencher la rivalité, ce qui est très étrange d'ailleurs, parce qu'elle dit non, ben voilà, je vais prendre Ormwood, et les autres disent rien, ils s'inclinent. Donc, ça ne déclenche pas de rivalité, ni de désir de vengeance chez les éconduits. Étant des gentlemen, alors, y compris par analogie et par absorption, notre Américain Maurice, chose qui est très étrange d'ailleurs de la part d'un Britannique. Donc, étant des gentlemen, ils ne sauraient se laisser aller à une vile pulsion de vengeance. Et donc, au-delà même, ils vont s'unir pour sauver la jeune femme qui semble d'un coup souffrir d'un mal obscur, hein, on l'a vu tout à l'heure, et de divers maux cumulés, somnambulisme, anémie, troubles de la personnalité. Et donc, ils vont tour à tour donner quelque chose d'éminemment important pour la suite du roman. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi du fait que notre ami Van Helsing, enfin c'est pas mon ami à moi, mais bon, notre ami Van Helsing pratiquait la transfusion, donc tour à tour, les gentlemen vont donner leur sang, c'est-à-dire leur âme, si vous vous souvenez bien, pour régénérer Lucie. Sang qui va être donc absorbé par le vampire, qui va donc absorber l'âme des gentlemen. Donc, faisant fi de leur déconvenue amoureuse, ils vont tout tenter pour la sauver. Ce simulacre de bonne manière n'empêche pas pour autant la violence de sourdre dans le groupe, et donc, au moment où Van Helsing va poser le diagnostic de vampirisation, c'est donc Dracula, qui lui aussi désire et qui plus est possède d'une certaine manière Lucie, et le fera aussi pour Mina, donc c'est Dracula qui va devenir le point focal et donc dévier sur lui la violence, la jalousie, la rancœur éprouvée par les gentilshommes qui ne peuvent céder à ces pulsions les uns envers les autres. Donc il est à la fois coupable puisqu'il a asservi Lucie, et il est à la fois victime puisqu'il cristallise la haine de tous les prétendants. Il absorbe cette violence latente et apparaît comme une variation transgressive du bouc émissaire traditionnel. Ainsi, si on retourne dans le Lévitique,
Lucie serait comme dans le texte sacré, le bouc qu'on sacrifie, et Dracula serait celui qu'on laisse partir en exil et qu'on dédie au démon Azazel. Je cite le Lévitique, donc livre 16, versets 7 à 10. Il prendra 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, on voit ici qu'on a bien Lucie qui va être sacrifiée sur l'autel de la science et Dracula qui va retourner dans les limbes démoniaques et qui va suivre, peut-être pas Azazel, mais un autre, mais qui va repartir dans son désert, notamment dans ses propres terres, puisque je vous rappelle qu'il est chassé sur les terres transylvaines. Donc René Girard nous dit: deux désirs qui convergent sur le même objet se font mutuellement obstacle. Toute mimésis portant sur le désir débouche automatiquement sur le conflit. Et Girard de proposer de partir de la rivalité pour l'objet, de la mimésis d'appropriation, pour comprendre la violence, ce qu'il fait notamment dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, paru chez Grasset en 1978. Cela m'a donc poussé à comprendre la rivalité mimétique dans Dracula, ses objets, sa nature et ses enjeux. Stoker accentue l'indifférenciation humaine par un jeu constant de double qu'il met en place dans sa narration. Le même événement est sans cesse relaté par différentes sources, selon les points de vue des personnages, mais aussi dans le personnel même du roman. Van Helsing est un double de Seward, et Seward est un double dégradé de Van Helsing. Harker est un double de Dracula. Mina est un double de Lucie, mais Mina est aussi un double féminin de la Gentry réunie. Godalming et Morris sont indifférenciés, ils sont jumeaux, ils sont interchangeables dans toute la fiction. La perte de la singularité signe l'appauvrissement de la civilisation. Si on perd de la singularité, on est dans l'assèchement de l'individualisation. Seul Dracula est unique, et ça c'est le propre du monstre. Certes, il peut dupliquer des vampires, mais Dracula se génère lui-même, on ne sait pas d'où il vient, c'est une espèce d'épiphénomène, et c'est d'ailleurs le propre du monstre, hein. Il vit par lui et en lui de manière autogénérée et autosuffisante. Mais quelque part, Dracula, incarné du moins, aurait en Van Helsing une espèce de double inversé. L'un et l'autre constitueraient les deux pendants d'une même quête de l'immortalité, mais l'une serait positive et spirituelle, celle de Van Helsing, et l'autre serait négative et matérielle, celle de Dracula. L'une serait donc sacrée, et donc du côté de Van Helsing, et l'autre serait donc profane, du côté du conte, et s'inverserait, puisque le sacré donc serait du côté de l'humain, et le profane serait du côté du monstre, qui a plutôt tendance à être dans l'imaginaire collectif et les archétypes du côté sacré. Donc dans la situation amoureuse complexe qu'expose Stoker, les personnages sont devenus malgré eux des adversaires et la diversion qu'apporte Van Helsing à propos du vampire est acceptée de manière très facile comme une solution amiable dans une société positive et régie par la science comme l'est la société victorienne, pour justement enrayer la crise interne et permettre au processus sacrificiel et donc non rationnel d'opérer. L'un comme l'autre choix permet d'éloigner de soi la violence et aussi, hyper important, d'éloigner de soi la culpabilité. Le fait que le bouc émissaire soit double induit là aussi une dualité. De fait, celui qui survit, donc Dracula, serait vraiment l'émissaire,
celui qui pourrait témoigner de la puissance et de la légitimité du groupe qu'il a expulsé. Il serait donc une espèce d'apôtre inversé qui pourrait témoigner de l'efficience de la loi et de la positivité de la communauté qu'il a sacrifiée. Dracula serait alors témoin de la puissance de la société victorienne, civilisée, organisée, contre l'état de nature qu'il incarne lui-même. Il emporte avec lui ses fautes et les crimes hors de la cité. Il lave la communauté, il lave la cité de ses péchés. Le bouc qui meurt, c'est-à-dire Lucie, lui, expie pour les vices et les vilainies du groupe. Alors qu'en plus, elle cristallise le désir coupable, in petto, de ces gentlemen qui sont supposés être irréprochables. Pour autant, celui qui va errer indéfiniment, donc Dracula, reste responsable de la mort de l'autre, celui qui est finalement vraiment mort. Ils sont donc liés tous deux dans la mort, comme dans la culpabilité, du fait même de l'indifférenciation redoutable qui les confond, puisqu'on dit le bouc émissaire et non pas les boucs émissaires dans notre langage actuel, et le sort de l'un, qui survit, n'est finalement pas plus enviable que celui de l'autre, qui a été exécuté. Mais finalement, ne pas tuer Dracula selon le rite pratiqué stricto sensu sur Lucie, n'est-ce pas prendre le risque qu'il revienne dans le clan? De la même manière que quand on exile le bouc, on se demande s'il ne va pas à un moment revenir sur ses pas, toujours chargé des tares et des crimes. Cette fin ouverte, justement, justifie la naissance de l'enfant Messie de Mina et Jonathan, venu laver tous les péchés du monde, mais elle explique aussi la filiation fictionnelle du vampire qui ressurgit dans toutes nos périodes de troubles sociaux, médicaux, politiques, religieux, sociologiques, etc. Puisque si on regarde de manière panoramique les résurgences du vampire dans la littérature et dans la fiction et dans l'art en général, on voit que ce sont des périodes où on va avoir la peur du juif, la peur du communiste, la peur du sidéen, la peur de l'autre en général avec un A majuscule, et qu'à chaque fois, détourné pour rester politiquement correct ou parce que consciemment ça ne s'assume pas, cette peur générée par autrui va s'incarner dans un monstre, et ce monstre qui est singulier et sur lequel on n'a aucun scrupule à charger nos peurs, est souvent le vampire. Pour un bouc qui peut s'adapter mieux que tout autre à l'aridité de l'environnement, un être envoyé dans le désert ne signifie pas être condamné à mort. Pour Auguste Comte, le fait d'être pourchassé et neutralisé sur ses propres terres n'est donc pas une punition, pour le comte, pas pour Auguste Comte, n'est pas une punition si difficile, puisque, tel qu'il le précise lui-même, il lui est indispensable de se réfugier dans sa terre pour, je cite, se régénérer. Comment penser donc que la pseudomort infligée par les Victoriens sur le comte Dracula puisse alors être définitive? Ce questionnement pourrait accréditer notre postulat car le bouc émissaire repose sur une triangularisation systémique, l'innocence de la victime sacrificielle, la concentration de la violence collective qui se fait sur elle et la finalité de cette polarisation. Penser Dracula comme innocent en imputant ses crimes aux seules causalités de sa nature reviendrait une nouvelle fois à le rapprocher d'une figure christique transgressive, ou du moins d'un mythe masculin surpuissant, solaire. Et donc, dernière partie de cette intervention, Dracula, un mythe solaire, je pose la question. Depuis lors, filant la métaphore, je saute du bouc au taureau et je suis allée vers d'autres animaux signifiant comme le bouc les forces chthoniennes, le phallus, la fécondité, la force virile, qu'elle soit bienfaisante ou malfaisante, et ainsi d'animaux en animaux, je suis arrivée auprès du taureau. Alors, très intéressant aussi, mais ça ferait l'objet d'une autre communication. La mise à mort de Dracula ressemble par bien des aspects
à un acte tauromachique, hein, puisqu'il est victime de plusieurs picadors avant que le matador le mette à mort, dans cette course avec le sable, voilà, la course contre le soleil, etc. Donc un acte tauromachique proche de la corrida, mais aussi au combat mystérieux de Mitra, ou encore le mythe de l'animalité instinctive et le désir sexuel irrépressible qui domine l'homme, incarné dans la mythologie par la figure du Minotaure. Pour tuer les forces obscures qui nous assaillent, il faut aller au centre de son labyrinthe, il faut aller au centre de l'arène pour tuer la bête, au risque de ne pas pouvoir s'en sortir soi-même. C'est sans doute le but symbolique des gentlemen de Dracula qui le pourchassent jusqu'à l'acculer au centre de son arène, de son labyrinthe, hein, puisqu'il le pourchasse pendant des heures et des heures, pour le mettre à mort finalement. Dans sa quête, le héros est aidé souvent par une femme, alors Ariane dans la mythologie, ou Mina dans Dracula. La femme, c'est celle qui donne la vie, celle qui donne la confiance, la compagne, celle qui se tient à ses côtés, et celle qui, si elle ne peut pas garantir la victoire, permet au moins la survie en donnant au héros le moyen de ressortir. Le fil d'Ariane qu'on connaît, hein, qui permet donc à Thésée de poursuivre le Minotaure et d'en venir à bout, se retrouve chez Mina par ce lien télépathique qu'elle entretient avec Dracula et qui lui permet de guider les hommes pour leur dire non pas comment sortir du labyrinthe, mais comment trouver la bête. En aidant ainsi le héros, la femme accepte de changer son propre destin. Ariane, elle, va devenir immortelle, alors que Mina, elle, va refuser l'immortalité que lui offre le vampire. Ariane ne sera jamais reine, mais elle va épouser Dionysos et donc accéder à un féminin éternel, de la même manière que Mina va accéder à un statut de femme victorienne, certes, mais de femme moderne, forte et admirée de tous, une espèce de Madone révérée par l'ensemble de la société euh, masculine du roman. Mina est donc aussi un double féminin de Van Helsing. Elle incarne, on l'a vu, une espèce de double féminin de toute la bande des monstricides, et elle, elle, euh, elle est victorieuse de la mort, et en même temps elle est à l'origine de la régénération d'un monde dépourvu de la bête, puisqu'elle est la mère de cet enfant messie qui clôt le roman. C'est elle donc qui va permettre l'héroïsme masculin, en lui assurant une sortie digne et en témoignant, en étant témoin elle-même de l'acte initiatique qu'ils ont perpétré. Dans le mythe de Mitra, le héros sacrificateur et le monstre sacrifié représentent une fausse dualité parce qu'en réalité c'est une vraie complémentarité. C'est ensemble qu'ils participent au renouveau du monde et qu'ils ouvrent la voie à l'immortalité. Et dans tous les mythes de ce type, et les récits sacrés en général, l'idée directrice est toujours le passage de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, fût-elle éternelle et immatérielle. La difficulté, représentée par le labyrinthe, mais aussi par la course contre le soleil dans Dracula, est extrêmement bien représentée dans le film Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola. L'initiation au mystère crée le lien entre la vie et la mort et affermissent en même temps leur séparation nécessaire à la bonne marche du monde. D'ailleurs, le véhicule dans lequel est transporté le cercueil du comte est désigné comme un char, rappelant ainsi celui du soleil, d'Apollon, mais aussi des autres mythes solaires, Isis, Osiris, etc., dans une course pour le coup subversive, puisque à rebours. Autant les dieux solaires vont apporter le recommencement par la lumière, autant la course se fait avant que le soleil se couche. En ce sens, et c'est ainsi que je conclurai cette communication, en ce sens,
et s'il ne peut en soi incarner un mythe solaire, puisqu'il est définitivement un mythe des ténèbres, Dracula participe de ces schémas actentiels, mais aussi rituels et sacrés, symbolisant la lutte pour la connaissance, pour l'éternité, pour le recommencement perpétuel et l'immortalité de l'âme. Source de vie, il est aussi celui qui aveugle, qui brûle et qui tue. Il est celui qu'on doit garder à distance pour ne pas succomber, mais sans lequel aucune vie n'est possible. Le soleil, comme le sang, symbolise la vie et répond aux besoins d'un monde patriarcal, hyper civilisé, où la bête en l'homme doit être tuée, résumant ainsi la victoire de la mort et la victoire sur la mort, et inscrivant ainsi Dracula dans les sphères du sacré. Voilà, alors j'espère que cette communication t'a apporté une nouvelle lecture de Dracula, mais qu'elle t'a peut-être aussi permis de repenser des termes qu'on a tendance à mélanger entre divin, sacré, religieux, et donc elle t'a permis de faire une réflexion sur cette terminologie. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à poser des questions, et voilà, j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi parce que Dracula, c'est vraiment euh, ben, une de mes œuvres préférées. Voilà, je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt pour une revue de lecture.